Croissance verte, c'est maintenant sur Midi 1 et merci de nous rester fidèles. Au Sénégal, la localité de Nguentdar, située dans la ville historique de Saint-Louis, subit de plein fouet l'érosion côtière. L'avancée de la mer y a détruit de nombreuses habitations au fil des années. Pour y faire face, l'État a lancé il y a 5 ans le projet de relèvement d'urgence et de résilience de Saint-Louis visant à reloger près de 15 000 personnes dans la cité de Newcop en périphérie. Ce nouveau quartier accueille déjà de nombreux déplacés climatiques. Vous découvrirez cette réalité dans notre reportage et pour évoquer les effets du dérèglement climatique et les solutions à envisager, nous sommes avec monsieur Mamadou Ndong Touré, conseiller technique en changement climatique et c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Okay, merci beaucoup. C'est avec plaisir qu'on va parler de la crise climatique et de ses incidences sur les communautés de Saint-Louis. Merci Monsieur Touré. Et direction Saint-Louis justement, c'est un reportage signé Sirmi Boukaka et Cherndao. Nguentdar, ce village de pêcheurs est un quartier populaire de Saint-Louis, situé à plus de 200 km de Dakar au Sénégal. La localité est durement touchée par l'érosion côtière, notamment dans la zone de la Langue de Barbarie. Ici, l'avancée de la mer a englouti plusieurs maisons au fil des années. En 2020, le gouvernement sénégalais a lancé un projet de relèvement d'urgence et de résilience de Saint-Louis, SERRP, destiné à reloger environ 15 000 personnes à la cité du Gop, située à 9 km de Nguentdar. Ce nouveau quartier abrite déjà plusieurs déplacés climatiques. C'est le cas de Pape, déplacé depuis 2017. Quand la mer a inondé notre maison, les collectivités locales nous ont d'abord recadrés à la cité Khariala. Nous y sommes restés quelque temps, puis nous sommes venus ici. Nous avons dû attendre la fin des travaux avant de pouvoir y habiter. Dans une autre ruelle du même site, nous rencontrons un autre déplacé climatique. C'est à cause de l'érosion côtière que le gouvernement du Sénégal et la Banque mondiale ont déplacé ceux qui leur maison a été détruite par la mer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me trouve chez moi. Il y a ma grande sœur, il y a mon frère, il y a mes petites sœurs qui sont dans cette maison. Le gouvernement du Sénégal, la Banque mondiale et tout ont voulu déplacer les gens. Premièrement, ils les ont délogés dans les écoles. C'était au moment de vacances. Dans les écoles, il n'y avait personne. C'était à l'école de Nguentdar, puis à l'école de Ndartout et à l'école de Gokhmbach. Après, ils les ont envoyés vers le site de Khariala. Ils ont fait 2 ans ou bien 3, ou bien 1 année et demie. Après, ils les ont délogés là, sur ce même site avec des tentes. Nous avons vécu donc là-bas 2 années. La perte d'habitat côtier à Saint-Louis préoccupe les populations. Si certains ont quitté les zones à risque, il y a déjà 8 ans, d'autres vivent encore dans des sites de recasement d'urgence mis en place depuis 2016 par les autorités municipales. Radi est une déplacée climatique. Elle vit avec ses parents dans une autre localité appelée Rariala. Mais aujourd'hui, elle décide de revenir sur les lieux de son ancienne maison engloutie par la mer. C'est avec beaucoup d'émotion qu'elle se remémore ses souvenirs du quartier Gokhmbach. L'état de délabrement de la maison était très avancé. Elle ne tenait plus, une partie était déjà partie et cela se passait sous nos yeux. Une scène très difficile à voir. Nous habitions à l'époque dans cette maison. Aujourd'hui, nous vivons ici. C'est une partie de notre enfance qui est partie en ruine. C'est très douloureux pour nous. La mer nous a tout pris. C'est en 2016 que les autorités municipales ont relocalisé provisoirement la famille de Radi à la cité Rariala Bambadieille. 68 familles sur 150 y ont été relogées. Mariem, la mère de Radi, vit aujourd'hui dans une maison de 3 chambres et un salon avec son mari et ses enfants.
L'érosion côtière a contraint de nombreux habitants de la langue de Barbarie, en particulier du quartier Gorumbat, à se déplacer. Autrefois, nous vivions comme des rois. Il y avait du poisson, une belle harmonie. Nous respirions de l'air pur. Nous vivions en famille et tout le monde était à l'aise. En tant que déplacés climatiques, la mairie nous avait trouvé un endroit temporaire avant notre installation ici. Nous avons vécu difficilement sous des bâches pendant plusieurs mois sans électricité. C'est alors que nous sommes allés voir le maire de la ville et accepté de nous reloger dans cette cité de Xaar Même son de cloche chez Mbaye Faye, l'imam du quartier et voisin de Mariem. Ce dernier interpelle les autorités étatiques. Président Diomaye Faye, Je demande au président Diomaye Faye et à son ministre Ousmane Sonko de reconsidérer notre situation difficile. La cité est en mauvais état. Les bâtiments sont délabrés. Nous sommes épuisés. Et avec l'arrivée de l'hivernage, la situation risque de s'aggraver. Imagine quand tu résidais dans un lieu viabilisé avec l'accès à l'eau et à l'électricité, entouré de ta famille. Un bon jour, tu te trouves dans ces conditions précaires. C'est même inimaginable. C'est comme être habitué à la vie citadine et se retrouver du jour au lendemain au village. Nous lançons un appel au président Diomaye et à son premier ministre Ousmane Sonko pour trouver des solutions aux difficultés que nous traversons. Sur place, des toilettes publiques y ont été construites pour ces familles. Mais non loin de là, c'est un dépotoir à ciel ouvert. Nous avons entrepris des démarches auprès de notre autorité pour obtenir des bacs à ordures. Mais hélas, nous avons reçu aucun retour. Nous sommes donc contraints de jeter les ordures ici. Bien que ce ne soit pas de notre plein gré, il nous arrive même de nous engager dans le nettoyage de ces lieux. L'imam de la localité et d'autres sinistrés ont choisi de se tourner vers une association locale pour trouver des solutions. Kader est l'un des membres. Imaginez-vous, avec l'hivernage, ces déchets vont vraiment se mélanger avec l'insalubrité. Donc, ce qui veut dire que les conditions sanitaires de la communauté de Xaar Yalla cité Bamba Dièye est très précaire. Mais actuellement, les autorités n'ont que deux options à notre avis. Ils doivent simplement revoir vraiment les habitats par exemple de Xaar Yalla cité Bamba Dièye. C'est soit de les déloger et de prévoir un autre projet de relèvement et de résilience climatique pour les habitants de Xaar Yalla cité Bamba Dièye, ou de mettre un projet de revenir pour faire une étude d'impact social et environnemental, faire un plan de gestion pour refaire carrément le site. À Gorumbat, toutes les victimes devront quitter les lieux malgré la construction d'une digue de protection côtière. Nous ne pouvons pas habiter ici parce que l'État a demandé à tous ceux qui vivent au bord de la mer, plus précisément dans notre quartier, de libérer la zone en juillet. En plus, il n'est pas prudent d'y rester car le mur est délabré. Il vaut encore mieux s'installer à Xaar Yalla. Je pense que même foofu bu amul sécurité mooy tane. Du côté des collectivités locales, décongestionner la langue de Barbarie est devenu un impératif. Mais les gens de Xaar Yalla, on ne les a pas logés là-bas définitivement. C'était juste précaire et de façon provisoire. Les logements ne les appartiennent pas. On les a logés là-bas le temps qu'ils puissent trouver autre chose. Donc avec la mairie, on a essayé d'amener l'électricité, donc on peut creuser des fosses septiques comme vous dites. Mais il faut reconnaître qu'il y a des difficultés. Mais ces personnes-là, elles ne doivent pas se considérer comme propriétaires de ces logements-là. La vérité, c'est qu'elles doivent aller trouver ailleurs. Maintenant, le temps de trouver, en tout cas, un nouveau site, il faudrait qu'ils acceptent de vivre avec les conditions que nous avons là-bas. Nous sommes conscients des difficultés et la mairie travaille au quotidien à l'amélioration de ces conditions-là.
En ce qui concerne les déplacés de la cité Rariala Bombadieye et ceux de Dugop, certains ont déjà été indemnisés. Donc l'État du Sénégal a décidé de reloger ces populations au niveau de Dugop. Mais comme vous le savez, l'État ne peut pas loger tout le monde. Donc on a pris les personnes les plus vulnérables qui étaient en contact direct avec, j'allais dire, les vagues, dont les maisons étaient détruites. C'est ceux-là qui ont été vraiment recensés et relogés. Donc on préférait avoir des logements, d'autres ont préféré recevoir une indemnisation. Et toutes les personnes touchées, impactées, qui ont voulu être dédommagées, ont reçu leur enveloppe. Ceux-là qui devaient avoir des logements, les premiers lots sont sortis depuis très longtemps. Khariala ne devait plus exister. Pourquoi? Parce que les gens de Khariala, pour vous dire vrai, il y a des gens qui ont obtenu leur maison ici. Pourquoi ils restent toujours à Khariala? Il y a des gens qui ont obtenu leur maison ici, à Djubop, et ils demeurent toujours à Gendar ou bien à Ndartout et à Santhiaba. C'est la raison pour laquelle, l'autre jour, lorsqu'on était en réunion avec le préfet, on avait soumis cette question pour déplacer des gens. L'État leur a donné leur maison, donc ils devaient laisser ces maisons. C'est la raison pour laquelle, si vous partez à Gendar, à Ndartout ou bien à Gormak, tu vas retrouver les mêmes maisons là-bas. Tous les gens ne vont pas venir ici, pour vous dire vrai, parce qu'il y avait 3 phases. Il y a des gens qui ont voulu les maisons, mais il y a d'autres qui ont voulu reprendre leur argent et chercher des maisons ailleurs. C'est la raison pour laquelle il y a les sinistrés qui sont présentement sur ce site. Ensuite, vont venir ceux qui, leurs maisons sont sur la bande des 20 mètres. À la cité de Dugop, les logements sociaux comportent 4 chambres et un salon. Mais pour certains, ces habitations sont jugées trop petites. En tant que père de famille à la tête d'une famille polygame avec 4 épouses, ce n'est pas évident avec une maison de cette taille. En plus, dans nos anciennes maisons situées dans la langue de Barbarie, nous avions accès à la mer et aux services sociaux de base, ce qui n'est pas le cas dans cette cité où nous sommes relogés. Sur place, certains bâtiments sont encore en construction, d'autres sont déjà terminés, mais inhabités, comme nous le montre Biran. Par ailleurs, la cité dispose déjà d'eau et d'électricité. Même si l'accès à ces services reste parfois instable, les déplacés s'en accommodent. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Mamadou Ndong Touré, conseiller en changement technique, en changement climatique. Monsieur Touré, tout d'abord, quels sont les principaux facteurs qui expliquent l'intensification de l'érosion côtière à Saint-Louis, notamment dans la localité de Nguent Dar que nous venons de voir à l'instant dans ce reportage? On a vu le reportage et constaté que globalement, Saint-Louis, notamment cette langue de Barbarie, vous avez parlé du quartier Gendar. Ce quartier est situé sur la langue de Barbarie, qui est une langue de sable, donc qui fait face à l'océan Atlantique d'un côté et au fleuve Sénégal de l'autre côté. Donc si bien qu'elle est très fragile et qui souvent subit donc la dérive littorale de l'océan Atlantique qui fait que cette langue de sable a tendance à disparaître. Donc si vous voyez toutes les maisons qui étaient sur cette langue-là, donc ce sont ces gens-là qu'on a déplacés parce qu'il est arrivé que face à la houle et autres, donc qu'il y ait un peu de l'invasion marine au niveau de ces quartiers-là, donc expliquant que ces gens de la langue de Barbarie ne pouvaient plus y rester, malgré tout ce que l'État a fait, les barrages et autres, parce que, comme on dit, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Cette érosion côtière a occasionné le déplacement de certaines populations du littoral vers d'autres localités, nous l'avons vu. Que pensez-vous de ces déplacements dus au changement climatique? Oui, la question des déplacés climatiques n'est pas qu'une question d'ordre national, elle est aussi internationale. Parce que imaginez-vous, cette communauté de pêcheurs qui ont vécu pendant des siècles dans cette zone, qui ont leurs traditions, qui ont leurs mœurs, qui ont un peu toute leur culture, qui se voient du jour au lendemain être obligés de se déplacer parce qu'ayant perdu. Pourquoi je parle de perte? La communauté internationale s'est rendue compte qu'il y a des gens qui ont tout perdu.
Et aujourd'hui, on a mis en place un fonds qui s'appelle le Fonds sur les pertes et dommages. Donc ces gens qui étaient pêcheurs, qui ont perdu leur espace de vie à cause ou bien exacerbés par le changement climatique. Donc ce sont souvent des phénomènes naturels qui sont là, liés à la dérive littorale, mais c'est exacerbé par le réchauffement climatique, si bien qu'ils perdent leur milieu de vie, ils subissent des dommages et donc on essaie un peu de les déplacer pour les trouver un endroit décent où ils peuvent vivre. Ces causes naturelles néfastes, justement, parlons-en. En 2023, les catastrophes naturelles ont entraîné 26,4 millions de nouveaux déplacés internes, représentant le 3e chiffre le plus élevé enregistré au cours de la dernière décennie. Selon le According to the Rapport mondial sur les déplacements internes, vous travaillez beaucoup sur ces questions de changement climatique en lien avec les effets sur les enfants, notamment. Selon vous, quelles conséquences des dérèglements climatiques sur les enfants et les jeunes filles particulièrement? Oui, c'est une question qui vient à son heure, l'impact du changement climatique sur les enfants. Il a été fait des études donc, qui ont montré que les enfants qui naissent sur ces 20 dernières années ont 10 fois plus de chances de vivre des phénomènes de vagues de chaleur, des phénomènes de sécheresse, des phénomènes de feux de brousse, des phénomènes d'érosion côtière, si bien que parmi un peu toutes les couches les plus vulnérables de la société, ce sont les enfants qui sont les plus impactés par le changement climatique. Et parmi ces enfants maintenant, il y a les jeunes filles. Et pour elles, c'est souvent un peu des conséquences sur leur santé, à la fois leur santé physique, leur santé mentale. C'est bien qu'il y a beaucoup de programmes qui aujourd'hui sont en train d'être mis en œuvre pour parler un peu de l'impact du changement climatique sur les enfants. Et vous me permettrez un peu de parler de la COP des enfants que nous avions organisée à Saint-Louis d'ailleurs, où un enfant nous a dit mais tonton, moi le changement climatique, je ne l'ai pas appris, je l'ai vécu. Et pour moi, ça fait sens dans la mesure où il est victime des inondations, il est victime des vagues de chaleur, il est victime des maladies en lien avec le changement climatique, comme le paludisme, entre autres, les maladies comme la gale quand il y a inondation. Si bien que pour moi, le garçon avait résumé un peu tout ce qu'on voulait faire, c'était un peu de les sensibiliser sur un peu leur vulnérabilité par rapport au changement climatique. Et quand un enfant te dit cela, c'est celui-là, il a bien compris le sens même de ce réchauffement climatique, donc sur leur vie et un peu sur leur avenir prochain. Monsieur Touré, comment les phénomènes des déplacements climatiques peuvent aussi impacter le bien-être, les us et coutumes et moyens surtout de subsistance des populations impactées? Oui, je pense que c'est ressorti dans le reportage. Quand le chef de quartier qui dit il y a des gens qui ont des parcelles, des bâtiments bien construits, mais qui sont encore restés de l'autre côté. Comment expliquer qu'on vous dise sortez un peu des inondations, sortez de l'érosion côtière, venez habiter dans des maisons peut-être construites en dur et tout par la Banque mondiale, l'État du Sénégal, et que vous continuez à rester dans la précarité parce que ce qu'ils ont ici a plus de valeur pour eux qu'un bâtiment qu'on construit peut-être à 10-15 km de l'endroit où ils ont vécu, parce que c'est leur culture, ce qui est un peu le plus important dans la vie des communautés. Que pensez-vous du projet de relèvement d'urgence et de résilience de Saint-Louis, visant donc à reloger près de 15 000 personnes impactées par l'érosion côtière? Oui, je dirais adaptation, résilience et surtout le génie sénégalais. Est-ce qu'on doit laisser ces gens qui vivent sur cette langue de barbarie, qui dans l'histoire géologique, ce sont des bandes de terre qui se font et qui se défont donc en fonction de l'océan Atlantique et de la dérive littorale. Donc il arrive que dans nos politiques d'aménagement du territoire, qu'on doive intégrer le fait qu'à un certain moment, il faudrait qu'on déplace les populations. Donc c'est une question d'urgence, parce que c'est une crise qui est là. Quand l'érosion côtière tape sur cette maison-là en pleine nuit, les gens sont obligés de sortir la nuit pour fuir, entre autres, et que derrière, l'État se dise, écoute, moi je suis là, vous pouvez compter sur moi. Donc, je fais un programme d'urgence et je fais un programme de résilience. Et cette résilience, moi, je le définis de façon très simple, c'est de savoir se relever à la suite d'une crise. Et c'est ce que, par exemple, l'État veut faire à travers ce programme, où on dira qu'en termes de cible, on aura atteint 15 000 personnes
auxquels on aura renforcé leur résilience. Et pour moi, je trouve que c'est un très très bon... À part ce projet de relogement, l'État du Sénégal a mis des moyens considérables pour essayer de sauver cette langue de barbarie. Vous avez parlé précédemment de digues, mais quel type d'aménagement côtier serait le plus adapté pour protéger les zones comme Guet Ndar? Oui. Alors, c'est une question très technique et ça me fait penser au professeur Boubacar Fall, qui est géologue et qui souvent nous dit une seule solution ne suffit pas. Il faudrait faire une combinaison de solutions à la fois techniques, à la fois logistiques, mais aussi des techniques aussi qui sont un peu communautaires. Donc, si on parvient à faire en sorte que les communautés puissent développer ce que nous appelons aujourd'hui dans notre jargon les localité d'adaptation, donc des actions d'adaptation localement menées, et que l'État derrière puisse apporter donc tout ce qui est, comment on va dire, infrastructure avec des digues, autres ouvrages donc de protection de la plage, entre autres. Il y a même un projet, peut-être à Saly, où on est parvenu à réengraisser la plage en y mettant du sable et protégeant un peu les maisons, les hôtels et autres. Je pense que toutes ces techniques réunies-là doivent pouvoir peut-être aider à protéger cette langue de barbarie. Revenons au relongement des déplacés climatiques. Comment assurer un accompagnement digne et durable de ces déplacés au-delà du simple relogement? Parce qu'on l'a vu, ça a été très dur pour eux de se trouver dans ces maisons bien construites. Ils ont dû être déplacés dans des écoles, ils ont vécu sous des tentes un certain nombre d'années. Comment assurer cet accompagnement dans la dignité et dans le meilleur accompagnement possible? Alors là, c'est un peu une question en lien avec l'aménagement du territoire et les politiques d'urbanisme. Quand on en vient à déplacer des communautés pour les installer dans un autre endroit, il y a un des principes de la Banque mondiale, je pense que c'est OP 4.12, qui dit que si vous sortez une personne d'une zone et que vous devez le reloger, relogez-le au moins dans quelque chose qui est meilleur que ce qu'il a laissé derrière. Donc, et derrière cela, on nous dit souvent que ces opérations d'urbanisme sont douloureuses. Et la vidéo, le reportage l'a montré, ce sont des gens qui laissent tout derrière eux. La jeune fille, quand on lui a tendu le micro, la première chose qu'elle a faite, c'est de pleurer parce qu'elle sait tout ce qu'elle a perdu. Et ça n'a pas de prix. Et c'est là où un peu on a cette difficulté. Maintenant, la dignité, elle est importante. Est-ce que je dois rester dans ma petite case qui est confrontée aux vagues de l'océan Atlantique? Ou bien je dois accepter d'aller dans un endroit où tout est construit en dur, alors que de là à là, je perds une partie de ma personnalité, une partie de mon histoire. Donc, je préfère rester dans ma précarité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel les ingénieurs en sciences sociales, quand même, ont de la matière. Enfin, que faudrait-il changer en priorité dans notre manière de penser l'urbanisme et la gestion du littoral pour mieux se préparer à l'avenir à ce genre de catastrophe? Oui. Ça, je pense qu'on se met maintenant dans la prospective. Et cette prospective voudrait qu'au Sénégal, hier encore, on était dans la validation de la vision à long terme et de la stratégie à long terme du Sénégal en matière d'adaptation au changement climatique. Et dans cette vision, cette stratégie à long terme, il est dit que l'on doit prendre en compte le fait que les zones littorales seront de plus en plus impactées par la montée des eaux. Et donc, quand on planifie le Sénégal de 2050, on doit planifier aussi des zones qui vont recevoir ces communautés qui ne manqueront pas d'être déplacées par les phénomènes d'érosion côtière. Donc, intégrer la dimension relogement des communautés dans nos plans futurs, dans 2050, dans 2063, peut-être l'agenda africain, je pense que ça ferait sens. Merci, Monsieur Touré, pour cet éclairage et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est ainsi que s'achève cette émission. Très bonne suite des programmes sur la panafricaine Média.